comme je le disais, bienvenue. C'est un cycle de 4 conférences que nous allons essayer de lancer à partir de ce soir et qui ont pour vocation de parler, de présenter tout simplement les relations diplomatiques entre la France et la Russie d'une manière non pas politique moderne, mais plutôt d'une manière historique. Alors, notre premier conférencier, c'est Xavier Moreau. Xavier Moreau, c'est pas trahir un secret que de dire que nous nous connaissons depuis quelques temps. Tu connais parfaitement le sujet parce que tu as beaucoup écrit sur la Russie, parce que tu vis aussi depuis, je crois que ça fait à peu près une vingtaine d'années en Russie, et que tu as écrit 2 livres. Alors, j'aurais tendance à dire presque des best-sellers, en tout cas des livres qui font extrêmement parler. Tu as écrit en 2012 La Nouvelle Grande Russie. Et puis en 2015, tu as écrit Ukraine, pourquoi la France s'était trompée. On avait d'ailleurs fait il y a quelques années une conférence sur ton livre. Ce que nous ne savons peut-être un petit peu moins de toi, puisque nous te suivons régulièrement sur Stratpol, qui est la plateforme d'analyse géopolitique que tu as lancée il y a de ça quelques années, ce que nous savons peut-être un petit peu moins de toi, c'est que finalement tu es un historien. Bah oui, en fait, oui, j'ai une double formation. Je suis passé par Saint-Cyr avec option relations internationales. Donc, j'ai fait un mémoire sur les relations soviéto-yougoslaves, en tout cas sur la rupture Tito-Staline, que j'ai par la suite continué à la Sorbonne sous forme ce qui devait être un doctorat et qui pour l'instant n'est qu'un DEA, et qui était un sujet plus vaste, c'est-à-dire c'était les relations soviéto-yougoslaves pendant la guerre froide. Et j'ai eu l'honneur d'être l'élève et donc dirigé par Georges-Henri Soutou, qui est, enfin pour ceux qui connaissent un peu le milieu universitaire français, sans doute une légende dans les relations internationales, et dont le père d'ailleurs était ambassadeur de France en URSS à l'époque soviétique. Et donc j'ai fait une maîtrise sur l'emploi de l'arme nucléaire tactique dans la pensée militaire française, et donc un DEA, et peut-être un jour, quand je serai à la retraite, je terminerai mon doctorat sur les relations soviéto-yougoslaves. Eh ben, ça nous vaudra peut-être un très joli livre, encore une fois. Alors, tu as souhaité séquencer en fait ces 4 parties sur l'histoire de la géopolitique ou de la diplomatie, pardon, franco-russe. La première partie, c'est de Anne de Kiev au traité de Vienne. Je te remercie de prendre le temps de nous faire cette conférence, et puis je te laisse la parole. Merci. Merci Alexis. Donc effectivement, en propos préliminaires, je vais un peu expliquer pourquoi j'ai fait ce choix dans la répartition des conférences, et notamment pourquoi traiter une période aussi grande en 45 minutes, puisque j'ai pris la date du mariage entre le roi de France Henri Ier et Anne de Kiev, c'est-à-dire en 1051, jusqu'au traité de Vienne en 1815. La raison est simple, et vous allez la découvrir au fur et à mesure de ma conférence, c'est qu'en fait, il y a eu un court début comment dirais-je, de diplomatie entre la France et la Russie, et la Rousse de Kiev, pour être plus exact, qui passe par un mariage princier, mais qui n'aboutit plus à grand-chose pour des raisons qui font que les 2 destins de nos 2 pays différents vont suivre des voies justement complètement différentes. Donc ce sera le thème de ma première partie, donc qui est la période médiévale. Et dans un deuxième temps, je parlerai de la relation qui va renaître justement entre la France et la Russie, dans ce qu'on appelle en termes historiques, en période historique, la période moderne. En fait, la période moderne, c'est la période qui suit la Renaissance et qui arrive jusqu'à, on va dire, la période qu'on appelle contemporaine. Donc, qui naît en fait on va dire, avec la Première Guerre mondiale. Donc ça, ce sera ma deuxième partie, et donc j'expliquerai comment la France et la Russie se sont retrouvées après presque 700 ans d'absence, et ont commencé à travailler ensemble, ont commencé à mettre en place une alliance, notamment une alliance militaire. Et dans une dernière partie, j'expliquerai comment la Révolution est arrivée sur cette mise en place progressive d'une alliance franco-russe, et comment finalement la défaite française en 1815 à travers le traité de Vienne a fait qu'on a assisté à un renversement où la France, qui était une puissance majeure en Europe, est devenue une puissance moins importante, tandis que la Russie, à partir de 1815, devient un acteur
essentiel et qui va même imposer sa vision du monde à partir du traité de Vienne et donc de ce qu'on appellera, mais ça on le verra déjà dans notre prochaine conférence, la Sainte Alliance. Donc revenons donc au début de la conférence. Donc ma première partie sera la période médiévale. Alexis, si tu peux mettre la carte de la Rousse de Kiev, juste pour que les gens se refassent une idée. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en principe, si on regarde une carte, la France et la Russie seraient les alliés presque idéaux dans la mesure où ils sont l'un à chaque bout de l'Europe. Il n'y a donc jamais eu de contestation territoriale entre nos deux pays. Et on le voit, cette Rousse de Kiev, qui dans son expansion maximum va de la mer Baltique à la mer Noire, est un État extrêmement puissant au début de la période qui nous concerne, c'est-à-dire au début du premier millénaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est de souligner les points communs entre nos histoires, même si elles paraissent différentes et déjà à cette époque. Tu peux retirer la carte, Alexis. Ce qu'il faut comprendre donc, c'est que la France et la Russie, et la Rousse de Kiev pour être précis, sont nés tous les deux de l'Empire romain. Mais la France est née de l'Empire romain d'Occident, tandis que l'autre est née de l'Empire romain d'Orient, avec comme capitale Constantinople, et que par conséquent, eh bien, la France a adopté la foi catholique par le baptême de son premier roi en 466 après Jésus-Christ, tandis que le prince Vladimir, en 988, s'est fait baptiser selon la foi orthodoxe. Alors, il faut savoir que, y compris au moment du mariage entre Henri Ier et Anne de Kiev, ça ne pose pas réellement de problème parce que nous sommes avant le schisme d'Occident, donc le schisme qui divisera la chrétienté orthodoxe et la chrétienté donc latine. Le schisme ayant lieu en 1054. Donc, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, donc nous avons un espace qu'on pourrait appeler la chrétienté, qui est composé de différentes principautés et de monarchies. Et la France est une petite monarchie, tandis que la Russie est déjà tandis que la Rousse de Kiev, est déjà une grande principauté très puissante, très civilisée, qui se veut vraiment une émanation de l'Empire romain d'Orient. Dans le cadre justement de la naissance de ces principautés et de ces monarchies, eh bien, la diplomatie passe notamment par les mariages. Et la Rousse de Kiev est au cœur de tout un système de réseaux matrimoniaux, on peut dire, et notamment le prince Yaroslav le Sage, donc, qui est le petit-fils du prince Vladimir. Donc, le prince Vladimir est le fondateur de la Rousse de Kiev, dans le sens où c'est lui qui se convertit, encore une fois, en 988 en Crimée, à Chersonèse, qui se convertit au christianisme. Et donc, le prince Vladimir a un petit-fils qui s'appelle Yaroslav, qui est un des plus grands chefs d'État de l'histoire de la Russie, et qui a de nombreuses filles, et la plupart de ses filles sont mariées à des rois. Par exemple, vous avez sa fille aînée, Anastasia, qui est mariée au roi de Hongrie. Anne est mariée au roi de France, Henri Ier. Élisabeth devient reine de Norvège. Donc, encore une fois, diplomatie matrimoniale tout à fait dans la lignée de ce qui se fait à l'époque. Malheureusement, donc le résultat de ça, et ce sera la conclusion de ma première sous-partie, le résultat de ça, eh bien, c'est qu'à partir d'Anne de Kiev, tous les rois de France, toute la lignée capétienne, puis valoise, puis bourbonne, eh bien, tous nos rois de France auront du sang russe dans les veines. Pourquoi est-ce que cela n'aboutit pas? Eh bien, pour différentes raisons, à la fois du côté français et du côté russe, mais qui ne sont pas un rejet, on va dire, de l'un pour l'autre, mais parce que, eh bien, nos deux pays vont suivre deux destins parallèles qui va les faire se quitter, et pour ne se retrouver qu'en gros 650 ans après. Pour la France, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la France est dans son processus de construction territoriale qui doit aboutir, pareil également, près de 600 ans après, à adosser en fait les frontières de notre pays à des obstacles naturels. Ce sera les Pyrénées, ce sera les mers évidemment, et le Rhin dans une certaine mesure. Et la France fait face à ses ennemis immédiats,
C'est d'abord la guerre de 100 ans face à l'Angleterre, et c'est ensuite une résistance permanente aux ambitions impériales des Ottoniens, des Habsbourg, et ensuite par la suite, mais on y reviendra tout à l'heure, de la Prusse. Donc la France, petit à petit, devient une nation, un État-nation, le modèle même de l'État-nation, grâce à deux choses. Grâce à une chose très importante qui est la primogéniture mâle, c'est-à-dire que l'héritage de la monarchie se transmet par le fils aîné. Donc ça amène une très grande stabilité après les différentes périodes d'instabilité qu'on a connues sous les Mérovingiens et sous les Carolingiens qui, eux, avec le système, et qui, eux, en fait, répartissaient l'héritage entre les fils. Et c'est malheureusement pour la Rus de Kiev le système qui est adopté par, alors ce n'est pas des rois, c'est des princes, par les princes de Kiev. Et ce qui fait qu'il n'y a aucune stabilité. On tombe même dans l'anarchie politique assez rapidement. Et même la ville de Kiev, bien avant les grandes invasions, perd déjà de son prestige et est remplacée de temps à autre par exemple, la principauté de Vladimir, etc., etc. Donc il y a vraiment une difficulté, une impossibilité pour la Rus de Kiev de stabiliser, malgré sa puissance, malgré son rayonnement, malgré sa splendeur, de stabiliser sa vie politique intérieure, dirons-nous. Ensuite, un grand malheur va s'abattre sur la Rus de Kiev et va la faire quasiment disparaître. Ce sont les invasions. La Rus de Kiev suivit une double invasion, à l'est par les Mongols. Tu peux mettre la deuxième vidéo, peut-être, la deuxième, par exemple, le deuxième document. À l'est par les invasions mongoles, donc c'est la fameuse Horde d'Or, et à l'ouest par les Polono-Lituaniens. Alors je n'entrerai pas dans les détails de l'unification entre la Pologne et la Lituanie, mais il faut savoir que l'histoire de la Russie, dans les siècles qui vont suivre justement les invasions mongoles, donc en gros il faut situer ça au milieu du XIIIe siècle, la principale mission de la Russie, en tout cas des héritiers de la Rus de Kiev, c'est de se débarrasser de ces deux envahisseurs, les Mongols d'un côté, qu'on appellera rapidement Tatars, et les Polono-Lituaniens. Ce qui fait que nos deux histoires se séparent complètement. Et finalement, entre la France et la Russie, on ignore tout simplement, on n'a qu'une vague idée de l'existence de l'un et de l'autre. Et donc, c'est une absence de diplomatie, puisque une absence de relation. Ce que l'on sait souvent en Occident de la Russie est transmis par les Polonais, qui, bien sûr, détestent les Russes. Enfin, c'est pas qu'ils les détestent, mais les considèrent comme des gens qui doivent être soumis, comme ils ont soumis les petits Russiens, qu'on appellera plus tard les Ukrainiens, puisque l'essentiel de l'Ukraine, justement, actuelle, est contrôlé par les Polono-Lituaniens. Cela dit, même s'il y a une absence de contact diplomatique et de contact officiel, il y a deux sources intéressantes qui font qu'on connaît en Occident la Russie naissante à travers autre chose que la Pologne, dirons-nous. Et surtout, on découvre petit à petit que la dernière lignée des princes Urukides, donc petit rappel, en fait, la dynastie qui dirige la Rus de Kiev et qui finit par créer la Russie, on va dire, pré-moderne. Et c'est la Russie des Rurikides. Donc, c'est une dynastie qui vient de la ville de Veliki Novgorod, tout au nord de la Russie actuelle. Donc, si on peut dire qu'en fait, Kiev est la mère de la Russie et Novgorod est le père de la Russie, en quelque sorte. Et donc, lorsque les princes, petit à petit, de la Rus de Kiev disparaissent, et la dernière lignée qui subsiste, c'est la lignée des Rurikides jusqu'à Ivan le Terrible. Et donc, à partir du moment où Ivan le Terrible arrive à se débarrasser de la domination tatare, et notamment la prise de Kazan, il demande de l'aide à la papauté pour demander aux Polonais d'arrêter de l'attaquer à l'ouest, tandis que lui essaie de résoudre le problème tatar à l'est. Et donc, la papauté, le pape envoie
un jésuite qui s'appelle Antonio Possevino, qui est un grand diplomate, qui obtient d'ailleurs une paix entre la Russie et la Pologne, paix qui sera abandonnée par les Polonais au moment, en 1605, où ils prennent Moscou, dans ce qu'on appelait les temps troubles. Et c'est également à cette période qu'on a un deuxième témoignage encore plus intéressant pour nous Français, qui revient par le capitaine Jacques Margeray, qui est un mercenaire au service de Boris Goudounov, entre autres, et qui, lorsqu'il revient en France, raconte à la cour ce qu'il a vu là-bas, dans ces territoires qui paraissent quasiment pour une autre planète. Il faut se mettre à la place de l'époque. Les 2-3 000 kilomètres qui nous séparent, ça compte dans le voyage. Et finalement, la cour d'Henri IV est tellement impressionnée qu'on lui demande d'écrire un livre et de raconter ses mémoires. Et donc, il publie l'Esta de l'Empire de Russie et du Grand-Duché de Moscovie. Et il publie ça à Paris en 1607. Et c'est le premier témoignage écrit qu'on a sur ce qui se passe, sur les institutions, comment fonctionne cette Russie avec laquelle on n'a plus quasiment aucun contact depuis 5 siècles. Alors, il faut savoir que, bien sûr, le capitaine Margeray décrit une Russie en guerre, c'est ce qu'on appelle les temps troubles, et donc, évidemment, ce n'est pas très flatteur pour le peuple russe, qui est qualifié d'ivrogne, etc. Mais cela dit, c'est un premier, on va dire, rapprochement qui se fait et qui vraiment éveille l'intérêt des Français. Et d'ailleurs, le livre du capitaine Margeray sera réédité, je crois, au début du XXe siècle, si je ne me trompe pas. Il a été réédité plusieurs fois, je crois, une fois au XIXe siècle et une fois au XXe siècle. Et Jacques Bainville, d'ailleurs, le grand historien, le cite à quelques reprises. Et donc, nous avons donc fini avec cette période donc, qui dure très longtemps, qui dure presque 700 ans, où en fait la Russie et la France s'ignorent pour les raisons que nous avons évoquées. La Russie a fait son chemin. Elle, en même temps, s'est donné une mission qui était une espèce de troisième Rome, c'est-à-dire après Rome et Constantinople, c'est elle qui va devoir protéger les chrétientés, notamment face aux Ottomans. Et la France, elle, petit à petit, rayonne de plus en plus sur l'Europe. Nous sommes au XVIIe siècle et bien sûr, c'est le siècle français d'un côté, mais c'est également un siècle russe, puisque la Russie s'empare de la petite Russie contre les Polonais, elle reprend Kiev aux Polonais et en même temps, elle commence à conquérir la Sibérie, et ce qui fait que son centre de gravité va commencer à se déplacer vers l'Est. Voilà, je suis assez rapide sur cette période, mais on ne va pas non plus refaire l'histoire de nos deux pays. Et encore une fois, ce qui est important de souligner, c'est que petit à petit, la Russie, après ses victoires successives contre la Pologne, revient petit à petit dans de ce qu'on appellera plutôt au XIXe siècle le concert des nations européennes. La Russie, donc, et ce sera ma deuxième partie cette fois, donc la relation franco-russe à l'époque moderne. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Donc la France, on peut dire, domine l'Europe. Le règne de Louis XIV est un règne de guerriers avec quatre guerres principales, 2 que la France gagne très facilement, les 2 dernières beaucoup plus difficilement. Et c'est aussi l'apparition de nouvelles puissances en Europe, la Prusse d'un côté et la Russie de l'autre. Pour la France, la Russie est toujours quelque chose d'assez éloigné, mais ce qui attire son attention, c'est qu'en 1709, donc pour vous recadrer un peu du point de vue chronologique, Louis XIV meurt en 1715, donc Louis XIV règne de 1661 à 1715, c'est un règne très long, et ce à quoi on assiste donc à la fin de son règne très difficile, avec beaucoup de guerres, des famines, etc., c'est que d'un autre côté, la Russie remporte une impressionnante victoire à Poltava, en 1709. Donc Poltava, c'est dans l'Ukraine actuelle, et la Russie donc de Pierre le Grand arrive à vaincre une des armées les plus puissantes et les mieux organisées, les mieux commandées d'Europe, qui est la Suède. Or, la Suède est un très vieil allié de la France. Ça a été notre allié depuis la guerre de 30 ans, et régulièrement, on s'appuie sur la Suède justement pour contrebalancer nos adversaires germaniques. Or là, la Suède est battue et on peut dire définitivement écartée du grand jeu européen par la Russie.
Et donc, ce qui pousse l'intérêt de la France à essayer de rencontrer cette nouvelle puissance naissante qu'on voit arriver de nouveau sur les théâtres d'opération européens. Et ce qui fait que, en 1717 a lieu la première visite d'un empereur, puisque à partir de Pierre Ier, on ne dit plus tsar, on dit empereur, dans le souci de Pierre Ier de latiniser, d'européaniser les traditions russes. Et c'est la fameuse visite de Pierre Ier à Versailles en 1717. On en a beaucoup parlé il y a 4 ans, puisque justement, pour cet anniversaire, Vladimir Poutine a été invité par Emmanuel Macron à Versailles. Et donc, on s'est rappelé qu'il y a 3 siècles, c'était le début, un nouveau départ pour la relation franco-russe. Alors, parlons justement de cette visite à Versailles. Cette visite à Versailles se passe extrêmement bien. On connaît beaucoup cette scène où l'empereur Pierre Ier tombe d'affection pour l'enfant, le futur Louis XV, et le prend dans ses bras. Comme on le sait, Pierre Ier est à la fois un ingénieur, un scientifique. C'est quelqu'un qui est, malgré ses aspects brutaux, est extrêmement intelligent. Et donc, il fait le tour de Versailles, il regarde, il copie. Il s'inspirera plus tard pour ses châteaux à Saint-Pétersbourg, pour ses bibliothèques, pour ses monuments. Il est très intéressé par tout ce qui est scientifique. Voilà, donc c'est vraiment un début d'échange et d'estime partagée entre les deux monarchies cette fois, et qui a d'énormes résultats, notamment du point de vue culturel. Par exemple, Pierre Ier visite la tapisserie des Gobelins et du coup, en fait, se fait faire la même à Saint-Pétersbourg. Et en Russie, la tapisserie se dit Gobeline. Donc, c'est des choses qui ont vraiment été, à l'époque, la France, vraiment tout le monde veut copier la France. Les châteaux d'eau, les jets d'eau, etc., etc. Donc, c'est un début d'un grand échange. Et comme j'ai un peu de temps, je vais vous lire ce que disait Saint-Simon sur Pierre le Grand. C'était un fort grand homme, très bien fait, assez maigre, le visage assez de forme ronde, un grand front, de beaux sourcils, le nez assez court sans rien de trop gros par le bout, les lèvres assez grasses, le teint rougeâtre et brun, de beaux yeux noirs, grands, vifs, perçants, bien fendus, le regard majestueux et gracieux. Quand il y prenait garde, sinon sévère et farouche avec un tic, qui ne revenait pas souvent, mais qui lui démontait les yeux et toute la physionomie et qui donnait de la frayeur. Cela durait un moment avec un regard égaré et terrible et se remettait aussitôt. Tout son air marquait son esprit, sa réflexion et sa grandeur, et ne manquait pas d'une certaine grâce. Voilà. Pierre Ier, lors de son voyage à Versailles, arrive à convaincre les gens qui le reçoivent. Cette visite a également des résultats politico-stratégiques extrêmement importants dans les années qui vont suivre, et notamment à l'occasion, et principalement à l'occasion de la guerre de 7 ans. Donc la guerre de 7 ans est un conflit très important pour l'Europe qui se déroule entre 1756 et 1763. Pour la France, ça scelle la perte quasi totale de toutes ses colonies en Amérique du Nord. Et pour la Russie, ça la met en place comme une grande puissance continentale qui est capable d'imposer sa volonté, notamment par les armes. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la guerre de 7 ans, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un renversement d'alliance, parce que désormais, l'Autriche combat du côté de la France contre l'alliance Prusse-Angleterre. Et à cette alliance franco-autrichienne s'ajoute désormais la Russie. Et on peut dire que sans cette alliance, la France aurait été envahie, notamment en 1759, puisque la France est battue lors d'une bataille qui s'appelle la bataille de Minden, mais que les Russes défont l'armée prussienne à Kundersdorf en août 1759, ce qui fait que les Prussiens ne pourront pas exploiter leur victoire. Et cet exemple-là va rester profondément gravé dans l'esprit des dirigeants français, qui se souviendront toujours qu'il faut toujours avoir la Russie pour empêcher l'Allemagne de nous envahir, pour forcer l'Allemagne à se battre sur 2 fronts. Et on en reparlera dans les prochaines conférences. Mais encore une fois, cette bataille de Kundersdorf, ce sera le même principe qu'on le retrouvera en 1914, où l'offensive russe permet à la France
de lancer sa contre-offensive sur la Marne, où en 1916, la double offensive de Broussillov permet à la France de tenir bon à Verdun. Donc c'est vraiment l'apparition au moment de cette guerre de 7 ans qui est un moment très important de cette idée que la Russie doit absolument être l'allié de la France pour nous permettre d'équilibrer la puissance germanique montante. Malheureusement, cette victoire donc contre l'ennemi commun n'a pas de suite immédiate parce que l'histoire est connue. L'impératrice Élisabeth, donc, qui est farouchement contre la Prusse, meurt et son fils Pierre III, lui au contraire, est prussophile et donc retire les troupes de la Russie, les troupes russes du front. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le miracle de la maison de Brandebourg. Ça sauve la Prusse de la destruction complète. À partir de là, il y a tout un groupe en France qui considère qu'il faut avancer dans la relation avec la Russie, et ça va être l'occasion à la fin du XVIIIe siècle et à la veille de la Révolution française, où en janvier 1787, un premier traité est signé, un traité de libre-échange. Jusqu'à présent, la Russie avait un traité de libre-échange avec l'Angleterre qui avait un statut qui avait des conditions uniques. Et en 1787, la France réussit à obtenir les mêmes avantages. Et pour la petite histoire, ce traité est négocié par un grand diplomate français qui s'appelle Ségur, et dont l'épouse écrira ces romans pour enfants que nous avons tous lus de la comtesse de Ségur, notamment Le Général d'Ourakine, etc., etc. Donc on retrouvera beaucoup de Russie dans toutes les histoires de la comtesse de Ségur. La France est donc partie en 1787 sur la construction d'une grande alliance avec la Russie, mais un événement à résonance mondiale, enfin disons européen, mais à l'époque, on peut dire que l'Europe c'est le monde, n'est-ce pas? Un peu de prétention. C'est la Révolution française qui rebat complètement les cartes de la relation franco-russe, et c'est donc ma troisième partie, donc de la Révolution à l'Empire. Ce qu'il faut dire sur la Révolution française, c'est que en fait, elle change profondément l'image de la France vis-à-vis des autres puissances européennes. La France, qui était plutôt une image de civilisation, d'art de vivre, etc., devient le pays du régicide, devient le pays où une espèce de dictature massacre sa propre population, et surtout lance des offensives massives partout en Europe pour essayer de répandre la révolution et de débarrasser l'Europe des tyrans. C'est, n'est-ce pas, en 1792, sous l'impulsion des Girondins, l'Assemblée législative française déclare la guerre au roi de Bohême, c'est-à-dire à l'empereur d'Autriche. Et en résultat de ça, se prend une coalition qui réunit d'abord l'Autriche et la Prusse, puis ensuite l'Angleterre, puis ensuite quasiment toutes les puissances européennes. Dans les 10 premières années qui secouent la France après la Révolution, c'est-à-dire en gros les années qui vont de 1792 à 1800-1801, la Russie, même si elle rejoint la troisième coalition rejoint la deuxième coalition contre la France, puis la troisième coalition, ne participe pas au combat, ou très peu. Là où on la voit combattre, c'est à partir de 1798 et 1799 contre les troupes françaises en Italie. Et c'est le fameux maréchal Souvorov qui commande une armée russo-autrichienne, qui obtient d'ailleurs des résultats tout à fait significatifs contre les Français, mais qui est condamné à se retirer parce que les Autrichiens, les Russes avec Souvorov étaient partisans de l'indépendance italienne, dirons-nous, pour faire un raccourci, alors que l'Autriche évidemment veut garder l'Italie dans son précaré. Donc les premiers contacts sont en fait militaires, et la Russie va faire partie de quasiment toutes les coalitions contre la France, c'est-à-dire contre la France napoléonienne. Cela dit, un épisode intéressant est à noter, c'est que suite à l'échec de la deuxième coalition, donc cette coalition qui était censée vaincre les Français en Italie,
eh bien, Paul Ier et Napoléon se retrouvent et signent un traité et décident de, enfin, sans vraiment signer un traité, mais je dis une bêtise. Oui, donc Napoléon arrive à obtenir un accord avec le tsar Paul Ier, mais avant qu'il soit réellement concrétisé, eh bien Paul Ier est assassiné. Et Paul Ier est assassiné donc par ses boyards, parce qu'on le considère comme un roi fou, parce qu'il déplaît à tout le monde. Et on dit également que l'Angleterre, eh bien, a organisé cet assassinat et que l'ambassadeur d'Angleterre, en gros, était dans la salle d'à côté. Je ne sais pas si c'est vrai, j'ai lu plusieurs choses au sujet de cette légende, mais globalement, il est fort probable que l'Angleterre ne soit pas innocente dans l'assassinat de Paul Ier. Donc à partir de ce moment-là, la relation entre la France et de Napoléon et la Russie d'Alexandre, donc Alexandre Ier, va devenir systématiquement conflictuelle malgré les différents accords, les différents traités qui sont signés. Une des raisons de ce conflit, c'est que Napoléon était considéré évidemment comme un usurpateur par les grandes monarchies traditionnelles européennes et qu'un jour, il aurait fait une remarque désagréable. Bon, une fois de plus, on faisait allusion au fait qu'il soit un usurpateur, en faisant allusion sur le fait qu'Alexandre, en gros, aurait fait assassiner son père Paul Ier. Et ça a créé chez Alexandre une volonté d'être à la fois le rival en gloire de Napoléon et en même temps celui qui va être le porteur de la civilisation européenne chrétienne face à Napoléon, qui lui est le porteur des idées de la Révolution française, des idées de la philosophie des Lumières. Donc, il est clair qu'Alexandre a décidé d'en finir avec Napoléon et qu'il le décide à plusieurs reprises et qu'à côté de ça, il y a l'Angleterre qui finance les troupes russes et qui veut absolument continuer à faire le commerce, ce que Napoléon voudrait lui interdire. Donc, il y a une troisième coalition qui est mise en place et donc malgré le traité de Paris qui est signé le 10 octobre 1801 entre Napoléon et le successeur de Pierre Ier. Et malgré Paul Ier, pardon, pas Pierre Ier, Paul Ier. Et donc malgré ça, l'Angleterre réussit à créer une troisième coalition qui aboutit encore une fois à la défaite de l'armée russe, de toutes les armées en fait européennes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et il y a un nouveau et ce qui pousse d'ailleurs la Russie a négocié, notamment après la fameuse victoire d'Austerlitz, le 2 décembre 1805. Le grand traité majeur, celui qui fait qu'à un moment, Napoléon, qui a une vision d'un partage de zones d'influence en Europe entre la France et la Russie, le traité le plus important, c'est celui de juillet 1807, qui est le traité de Tilsit. Donc, ce traité, la France vient de battre à la fois les Russes et les Prussiens. Pour les Prussiens, c'est un traité extrêmement humiliant. Ils perdent d'énormes territoires. Mais pour les Russes, Napoléon se montre tout à fait conciliant et cherche clairement à obtenir de l'empereur Alexandre un partage, encore une fois, de l'Europe en zone d'influence française et russe. L'empereur Alexandre s'engage à mettre en place le blocus continental contre l'Angleterre. Et on a le sentiment en France que cette fois, un nouveau pas a été franchi. Et Napoléon, qui espère de son côté être accepté par les grandes monarchies européennes, a même dans l'idée d'épouser la sœur de l'empereur Alexandre. Et pour essayer, pour revenir un peu à l'héritage d'Anne de Kiev et d'Henri Ier, l'idée toujours de cette diplomatie par mariage. Cependant, les Russes, bien sûr, refusent, l'empereur refuse et se retourne devant les conquêtes territoriales successives de la France et le fait que l'Europe
l'Europe entière en a assez justement des invasions multiples françaises. Nouvelle coalition qui est mise en place et qui provoque l'invasion par la Grande Armée de la Russie, dont on connaît le résultat. La France est vaincue à 2 reprises, avant et après les 100 jours, et nous nous retrouvons alors au traité de Vienne, qui va sceller l'apparition d'un nouveau concert des nations européennes. En effet, donc tous les grandes puissances se retrouvent à Vienne, et l'on s'aperçoit que de nouveaux groupes vont commencer que les nations se sont trouvées de nouveaux ennemis. Ceux qui étaient alliés il y a encore quelques mois, eh bien désormais sont rivaux. Il y a d'un côté une rivalité entre l'Angleterre et la Russie. Pourquoi ? Parce que la Russie progresse, parallèlement à sa victoire contre la France, progresse très largement contre l'Empire ottoman, et que l'Angleterre s'inquiète de voir arriver les Russes dans les détroits, sachant qu'en plus pour les Russes, le fait d'avoir accès aux mers chaudes, comme on le sait, est un des objectifs principaux de la politique étrangère de l'époque. À côté de ça, on voit un antagonisme croissant entre les 2 grandes puissances prussiennes et autrichiennes. Et l'idée qui malheureusement aboutira, c'est-à-dire qui naît à Berlin, de créer une nouvelle Allemagne qui cette fois sera unie donc justement autour de la Prusse, autour de Berlin. Idée qui se terminera, qui sera achevée en 1870 à Versailles, après la défaite de la France. Et bien sûr, cette conquête ne peut se faire qu'au détriment des territoires appartenant à l'Autriche. Donc, la France va bénéficier, malgré sa faiblesse, et grâce à un diplomate de génie, Talleyrand, la France va réussir à jouer les rivalités entre ces grandes puissances et se remettre comme un peu le représentant des petites puissances dont on voulait à peine à Vienne, notamment l'Espagne, que la France arrive à faire participer au Congrès de Vienne, le Portugal et le vieil allié suédois également. Donc la France essaie justement de commencer à faire de la diplomatie avec ces petites puissances. Et l'idée que la France représente justement ces petites puissances va rester quelque chose de très important dans ce qui va suivre. La grande perdante du traité de Vienne, c'est la Pologne, et c'est une perte largement au profit de la Russie. Et de toute manière, il faut bien dire la vérité, même lorsque Napoléon aurait eu l'occasion de mettre en place au moins une principauté polonaise, et même les charmes de Madame Hanska n'ont pas vaincu sa résistance à ce projet qui ne valait rien par rapport au grand projet qu'il avait, c'est-à-dire d'une grande alliance entre la France et la Russie. J'ai quasiment terminé. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion ? En conclusion, on peut dire que la Russie c'est que la montée en puissance de l'alliance franco-russe se fait dans un double déplacement de la France et de la Russie. D'un côté, la France qui cesse, mais déjà on voit ça au milieu du XVIIIe siècle, d'être la première puissance européenne, d'être la grande puissance européenne, notamment du point de vue militaire. Et de l'autre côté, la Russie qui, au contraire, enchaîne les victoires, à la fois sur le front dont on a parlé le plus, qui est le front occidental, d'abord contre les Prussiens pendant la guerre de 7 ans, ensuite contre la France pendant les guerres napoléoniennes, mais également un autre aspect, mais qui va peser sur la relation de la Russie avec les grandes puissances européennes, contre l'Empire ottoman. Et cela aura pour une double conséquence. Tout d'abord, la Russie va se trouver face dans les Balkans à l'Empire austro-hongrois, au fur et à mesure qu'elle va contribuer à libérer les peuples balkaniques chrétiens. Donc toujours dans cette idée, je vous ai dit que c'était important, de la Russie, d'une troisième Rome, et qui est chargée de protéger les chrétiens d'Orient. Et jusqu'à aujourd'hui, ce thème-là est important. Regardez ce qu'il se passe en Syrie. Et de l'autre côté, en fait, au fur et à mesure que la Russie démantèle non seulement l'Empire ottoman, mais également la Perse, la Russie se rapproche des détroits, se rapproche des mers chaudes, se rapproche d'une zone que l'Angleterre se considérait comme être la zone.
Pour la France, nous le verrons la prochaine fois, l'idée à partir de 1815 va être essayer de retrouver des alliés, parce qu'en 1815, plus personne, la France, encore une fois, est en quelque sorte au banc des nations. On a peur d'un renouveau napoléonien, et la France va être obligée de se chercher des alliés. Elle va rentrer dans cette fameuse Sainte Alliance que les Russes vont créer, dont nous reparlerons la prochaine fois, et elle va également se rapprocher de l'Angleterre. Donc c'est une politique diplomatique totalement différente de celle à laquelle on a assisté à l'époque de la monarchie française qui se met en place, où la France cherche à se faire de grands alliés. Et dans cette politique française, eh bien, la Russie va jouer un rôle de premier plan. Et ça, nous le verrons dès la semaine prochaine. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Eh bien, je te remercie énormément, Xavier, pour cette passionnante conférence. Là, on va pouvoir éventuellement, comme tu as souhaité, poser des questions. Soit, peut-être le plus simple, c'est les gens écrivent dans la partie chat leurs questions et puis je te les lirai. En attendant que les premières questions arrivent, je vais rappeler que Xavier, tu es notamment le cofondateur du site Stratpol, qui est un site d'analyse géopolitique. Donc, c'est, si je ne dis pas d'erreur, stratpol.com. Tu me corriges si je fais une erreur. stratpol.com, Stratpol. Et la deuxième partie, deuxième épisode de ce cycle de conférences sur l'histoire de la diplomatie franco-russe, ce sera donc du traité de Vienne à la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce sera dans quelques semaines, le temps que tu sois parfaitement prêt. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? N'hésitez pas à les poser. Et sinon, on va souhaiter à Xavier une bonne soirée et le remercier encore 1000 fois. Et vous pourrez suivre la date. Oui, alors l'enregistrement va être mis. Je réponds à la question qui a été écrite par Madame Bradford. L'enregistrement va être compacté en format vidéo et mis notamment sur Facebook, mis en ligne sur Facebook, notamment dans le groupe francophone de Russie. Donc, vous pourrez le retrouver. Le groupe est accessible à tous. Il suffit juste d'y aller et de s'enregistrer. Vous pourrez voir ainsi la vidéo qui sera disponible. Poursuivre, et elle sera également disponible, pour être complètement complet, sur notre site france-expatriation.com, donc le tiret du 6, bien entendu, expatriation.com, je dirais sous 24-48 heures. Vous pourrez voir notamment, alors, toujours sur Facebook et toujours sur notre site france-expatriation.com, la date de l'épisode numéro 2. Xavier, visiblement, il n'y a pas de questions, tu as été plus que précis. Et moi, je te remercie énormément de nous avoir consacré ce temps. Et je te dis à très vite pour le deuxième épisode. Juste une petite précision. Pour l'instant, le site n'est pas à jour, donc elle est directement sur le canal YouTube Stratpol. Voilà. Eh ben voilà. Alors, donc sur YouTube, Stratpol. Merci Xavier et à très bientôt. Et bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.